Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 octobre. Tous ensemble à Sharm el-Sheikh en Égypte, les Israéliens autour d'Ehud Barak et les Palestiniens autour de Yasser Arafat à la même table, mais si loin les uns des autres, si loin de la paix. En Cisjordanie, on compte 2 morts et des dizaines de blessés de nouveau dans des affrontements. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Alpes italiennes et suisses depuis quelques jours ont fait au moins 12 morts et 23 disparus. Reportage dans le Valais, en Suisse, dans le Val d'Aoste et à Turin. Dernière séance peut-être pour parvenir à un accord sur l'assurance chômage et l'UNEDIC, réunion en ce moment même au siège du MEDEF. Procès à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais des frères Jourdain, accusés du meurtre sordide et du viol de 4 jeunes filles commis en février 1997. Cinéma, mercredi, sortie de Dancer in the Dark de Lars von Trier, Palme d'Or à Cannes, prix d'interprétation pour Björk, et le plaisir de recevoir ce soir Catherine Deneuve, interprète également de Dancer in the Dark. Entre Israéliens et Palestiniens, on ne se parle pas à Sharm el-Sheikh. Chacun de leur côté, Israéliens et Palestiniens font part de leurs revendications, de leurs exigences, que ce soit à Bill Clinton, à Hosni Moubarak ou à Kofi Annan. L'Union européenne joue également, par la voix de Javier Solana, un rôle non négligeable de conciliation. Depuis quelques heures, des équipes de diplomates planchent sur un texte qui pourrait permettre la fin des violences, mais rien n'est signé pour l'instant. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Golomer avec Ashras Badraou. L'ambiance n'est pas des plus détendues, les visages sont fermés. Lorsque le sommet s'ouvre, à la mi-journée, tous les participants savent que les chances de succès sont bien minces. Et ce ne sont pas les propos d'Hosni Moubarak qui vont apaiser les débats. Le président égyptien demande aux Israéliens, sans les nommer, d'abandonner les provocations et l'arrogance de la force, selon ses propres termes. Quelques minutes plus tard, Bill Clinton, lui, en appelle au sens des responsabilités de chacun. Nous ne devrions pas abandonner l'effort de paix à cause de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines nous rappelle ce qui nous attend, hélas, si nous ne continuons pas à vivre en paix, si nous ne poursuivons pas le processus de paix. Les premières conversations ne donnent rien. Les chefs d'État laissent la place très vite à leurs ministres pour qu'ils tentent de se mettre d'accord sur un document commun. Bill Clinton, lui, s'entretient avec ses collaborateurs sur le parcours de golf tout proche, pour la plus grande joie des photographes. Mais Palestiniens et Israéliens ne se parlent toujours pas. Ce que je dis maintenant, c'est qu'il n'y a pas de progrès, que l'atmosphère ne s'améliore pas. Message tout aussi laconique côté israélien. Pour l'instant, nous travaillons encore, ce n'est pas si simple, les problèmes sont compliqués, nous essayons de les résoudre pour que tout le monde soit satisfait. La nuit est tombée sur les monts du Sinaï et les chefs d'État ne se sont toujours pas retrouvés autour de la même table. D'autres discussions, d'autres tête-à-tête se poursuivent et se poursuivront sans doute une partie de la nuit. Ce n'est pas encore un succès, mais le blocage d'entrée de jeu a été évité. Charles Anderlin, où en est la rédaction de ce fameux texte qui pourrait faire cesser les violences? Eh bien écoutez, les ministres qui ont participé à la rédaction l'ont présenté aux leaders et à l'heure actuelle, ils devraient se retrouver pour discuter à la fois des rares points d'accord et surtout des points de désaccord. La commission ministérielle poursuit ses travaux. On ne connaît pas exactement les détails, on n'arrive pas à avoir beaucoup d'informations de l'intérieur de la conférence, mais hors micro, les Israéliens et les Palestiniens nous disent c'est l'échec total, ça va mal, il n'y aura pas d'accord. En fait, les parrains de cette conférence, Bill Clinton, le président Moubarak, l'Union européenne avec Javier Solana, poursuivent leurs efforts, ne baissent pas les bras. Bill Clinton doit partir en principe demain vers 11h30. D'ici là, on passera une nuit blanche. Les négociateurs vont continuer. Il s'agit d'empêcher une nouvelle escalade au Proche-Orient. Merci Charles. En effet, pendant ce sommet de Sharm el-Sheikh à Gaza et en Cisjordanie, des milliers de Palestiniens manifestaient. Ils n'approuvent pas la participation d'Arafat au sommet. Ils affirment qu'il a été contraint d'y aller et ce sont les plus extrémistes qui mènent les rassemblements. Voyez le reportage de Claude Sampère et Jean-François Hoffmann. C'est une manifestation étonnante qui a eu lieu ce matin à Gaza. Quelques milliers de personnes, en tête du rassemblement des fervents supporters d'Arafat qui soutiennent sa présence au sommet de Sharm el-Sheikh. Et juste derrière, des militants hostiles à ce sommet. Cela porte un cercueil recouvert du drapeau américain et israélien. Aujourd'hui, les différents mouvements palestiniens semblent plus que jamais divisés sur la présence d'Arafat aux côtés d'Ehud Barak et du président Clinton pour ce sommet.
Hier soir à 21 h, à la sortie d'une réunion de crise, le président de l'autorité palestinienne avait fait une déclaration très ferme. Mes frères, mon peuple, demain nous irons à Sharm el-Sheikh. Mais je vous le dis, je vous le promets, nous irons, mais nous irons avec nos conditions. Pour l'applaudir, quelques supporters rassemblés pour l'occasion, ils sont à peine une trentaine. En fin d'après-midi, au sud de la bande de Gaza, de nouveaux affrontements ont éclaté. Depuis 2 jours, la situation était pourtant vraiment calme. Quelques tirs, mais pas à balles réelles. Cette fois-ci, très loin des négociations en Égypte, les jeunes Palestiniens ont envie de montrer qu'ils sont toujours là. Les soldats envoient alors quelques bombes lacrymogènes. Les jeunes se réfugient dans les ruelles pour reprendre leur souffle. Et quand on leur parle d'Arafat à Sharm el-Sheikh... Sharm el-Sheikh ? Non. Leur réaction est claire. 10 minutes plus tard, les jeunes repartent à la bataille. Ici, il n'y aura que des blessés légers. Mais quelques kilomètres plus loin, les soldats ont tiré à balles réelles. Un policier palestinien a été tué. Ehud Barak serait prêt à former un gouvernement d'union nationale avec Ariel Sharon, celui-là même dont l'initiative le 28 septembre d'une traversée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem provoquait un déferlement de violence. Ariel Sharon a fait une déclaration ce soir à Jérusalem exhortant M. Barak à ne rien céder aux Palestiniens et aux Américains. Les affrontements entre Palestiniens et armées israéliennes ont repris à Ramallah et à Hébron notamment. Des soldats israéliens ont tiré. Il y a 2 morts, dont un policier palestinien et plus de 60 blessés. Reportage Alain Chalvron avec Gilles Jacquier. La journée a commencé à Ramallah par des funérailles. C'est devenu une triste habitude. Mais en ce jour de négociation à Sharm el-Sheikh, les funérailles ont vite tourné dans le cimetière même au meeting politique. Contre la rencontre. Et ce ne sont pas des islamistes du djihad ou du Hamas qui parlent, mais le chef du Fatah, le propre mouvement d'Arafat. Si Arafat obtient l'indépendance et la souveraineté, à ce sommet, nous arrêterons bien sûr. Mais s'il n'obtient rien, nous continuerons cette intifada. Et de la parole au geste. À peine les funérailles terminées, les violences ont repris. Jets de pierre, riposte, escalade. Tir à balles réelles. 15 blessés à Ramallah. À Bethléem, près du tombeau de Rachel, un enfant de 13 ans a été tué aujourd'hui. À Jérusalem, les colons des environs promènent les enfants fusils en bandoulière. Dans les centres commerciaux, on fouille les coffres. Mesures de sécurité dans les rues, on craint des attentats. C'est Soukhot, la fête des cabanes, jour de fête. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde sur Ben Yehuda. Et ceux qui sont là parlent de Sharm el-Sheikh. Je pense que Barak a eu tort d'y aller, tout simplement parce que si les Arabes veulent la paix, jusqu'à ce jour, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait pendant presque 3 semaines. Donc c'est une preuve qu'ils ne veulent pas la paix et qu'ils veulent tout simplement le pays. Je suis très sioniste, j'adore Israël. Mais je vous dis un truc, ça veut dire j'aime Jérusalem, je veux rien donner. Mais donner la vie des soldats en échange d'une terre, ça veut dire que ça me plaît pas non plus. Ce matin, il y avait foule devant le mur des lamentations. Des manifestants hostiles aux négociations, mais aussi peut-être quelques prières pour la paix. Concernant le colonel de réserve israélien capturé par le Hezbollah libanais, le chef du gouvernement Ehud Barak à Sharm el-Sheikh a réclamé une action décisive de l'ONU. Il s'en est entretenu avec M. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies. Ce colonel israélien capturé, c'est le 4e israélien enlevé par des militants du Hezbollah en moins de 3 semaines au Liban. Les agressions en France contre les synagogues n'ont pas cessé. Une nouvelle attaque hier soir, c'était à Meudon-la-Forêt contre une synagogue, un jet de cocktail Molotov, et puis des jets de pierre contre une boucherie cachère, c'était à Toulon dans le Var. Les représentants des communautés religieuses, juives, musulmanes, mais aussi protestantes et catholiques, rencontraient il y a quelques minutes le ministre de l'Intérieur. Celui-ci affirme que la situation est maîtrisée, que toutes les mesures de police sont en place, mais que la situation est grave, lui a répondu M. Edgenberg, le président du CRIF. Il y a quelques instants, ces représentants des communautés religieuses françaises étaient reçus par M. Jospin. Commentaire Loïc de la Mornay. Première entrevue cet après-midi pour la communauté juive avec Daniel Vaillant. Le message est clair, après 80 attaques ou incidents contre des établissements israélites, le problème relève désormais de la responsabilité de l'État. C'est l'affaire de la République. Il est inacceptable que dans notre pays aujourd'hui,
il puisse y avoir des atteintes à l'exercice du culte religieux, quel qu'il soit. Les 2 derniers incidents enregistrés concernent la synagogue de Meudon-la-Forêt, attaquée au cocktail Molotov la nuit dernière, et cette boucherie cachère de Toulon, cible de plusieurs jets de pierre. Inquiétude supplémentaire pour la communauté juive, la nuit de jeudi à vendredi prochain, où les synagogues devront rester ouvertes pour une fête religieuse. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé à renforcer la sécurité, notamment autour des écoles et des synagogues. Même volonté de détermination de Lionel Jospin, qui rencontrait il y a quelques instants les responsables des différentes communautés. Le gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, mais aussi la ministre de la Justice, ont donné les indications et ont pris les mesures pour que soient protégés ces édifices et que soient sanctionnés de la façon la plus sévère ceux qui pourraient être interpellés dans ces actions. Mais il faudra beaucoup d'effectifs pour surveiller ne serait-ce que les 400 synagogues de la région parisienne. En Algérie, une nouvelle série de massacres et d'attentats sont imputés au groupe armé islamiste hostile au pouvoir du président Bouteflika. Depuis la mi-septembre, on compterait 200 morts. Le week-end dernier, 18 personnes ont été assassinées dans la région de Médéa. Un nouvel attentat imputé à ETA en Espagne. Un colonel de l'armée de l'air, médecin militaire, a été assassiné dans son cabinet à Séville par 2 hommes. Déjà la semaine dernière, dans cette même région de l'Andalousie, l'ETA avait assassiné un procureur. Cette fois-ci, une fusillade a éclaté juste après l'assassinat de ce médecin militaire et un membre du commando ETA a été interpellé par la police à Séville. Le très mauvais temps sur les Alpes suisses, italiennes et françaises semble enfin en train de cesser. Au bilan des inondations du week-end dernier, il y aurait 13 morts et 15 disparus. Les jours de pluie diluvienne sont peut-être finis, mais en Suisse, dans le Valais, les glissements de terrain de dizaines de milliers de mètres cubes ont détruit plusieurs villages. Les flots boueux ont emporté les maisons et déstabilisé les terrains. Les secours sont extrêmement difficiles. Une cellule d'urgence est en place à Sion. Vous voyez le reportage de Stéphane Bretner avec Jean-Yves Blanc. Ils se sont mis au travail sans attendre. Priorité numéro 1, rétablir l'eau et l'électricité. Les services de la ville et la protection civile se coordonnent pour redonner vie au quartier qui borde la Saltina. Hier, la rivière est montée d'1 mètre, détruisant au passage une partie des murs. Les habitants ont été évacués en 10 minutes. J'ai eu peur, oui. J'ai pris peur, oui, vraiment. Mais hier, j'étais chez une amie et j'ai regardé RRO, la télé tous les jours. Et j'ai aussi pris peur. Hein. C'est affreux, hein. Toute la journée, les habitants de Brigue sont venus voir l'étendue des dégâts. Il y a 7 ans, une crue dévastatrice avait inondé une bonne partie de la ville. Cette fois-ci, plus de peur que de mal. Aujourd'hui, tout est déjà... Les gens, ils sont calmes. Ils ont l'habitude... Avec les catastrophes, ils ont l'habitude surtout de 93. Les gens, ils font ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire et ils sont tranquilles. On est plus tranquille aussi à la cellule d'urgence basée à Sion. L'activité est retombée d'un cran, 2 fois moins d'appels aujourd'hui qu'hier. Maintenant, les secours sont en place au point sensible, mais il reste tout de même une dizaine d'officiers qui répondent au numéro d'urgence. Des gens qui cherchent des informations, des gens qui veulent proposer de l'aide aussi, et puis on essaie de maîtriser. Voilà qui sonne la fin de l'état d'alerte. Les évacuations préventives qui ont été ordonnées dans certains secteurs de la plaine peuvent être levées, en tout cas en grande partie. Il y a quelques petits secteurs qui sont encore sensibles où les évacuations sont maintenues. Parfois dans des conditions périlleuses, les travaux de déblaiement et de réparation ont commencé dans tout le canton. Une seule angoisse ce soir, que la pluie se remette à tomber. Alors Stéphane Bretner, je crois que l'angoisse est un peu éloignée, ça va un petit peu mieux dans la région de Sion où vous êtes, mais quel est aussi ce qui se passe à Gondo, ce village totalement sinistré? Mais écoutez, comme vous l'avez dit, Claude, la seule bonne nouvelle de la journée, c'est la météo. Il n'a pratiquement pas plu dans le Valais aujourd'hui. Du coup, les secouristes ont pu concentrer leurs efforts à Gondo, comme vous l'avez dit. Gondo, c'est le village symbole de ces inondations. Celui qui a été le plus durement touché, puisque 13 personnes sont portées disparues depuis samedi, sans qu'on sache s'il y a des gens qui ont pu se réfugier. Alors, en fouillant les décombres cet après-midi, ils ont découvert une victime, malheureusement, et puis une femme apparemment vivante, coincée dans les débris de sa maison.
Ils ont d'abord entendu des cris, ils ont creusé une galerie de plusieurs mètres pour tenter de l'atteindre, sans succès pour le moment. Et ce soir, aux dernières nouvelles, ils sont plutôt pessimistes puisqu'ils n'entendaient plus un signe de vie de cette femme. Alors vous savez, ils vont tenter bien évidemment toute la nuit d'essayer de retrouver cette femme. Et puis demain aussi, demain on annonce d'ailleurs de bonnes conditions météo comme aujourd'hui dans le Valais, ce qui devrait permettre de faciliter leur travail. Merci Stéphane. En Italie, dans le Val d'Aoste, les habitants de plusieurs villages sont toujours isolés. Le dernier bilan officiel établi par la protection civile est de 6 morts et de 9 disparus. Le ravitaillement doit être assuré maintenant par des hélicoptères de l'armée. Récit Géol Brandet. Comme si l'eau ne suffisait pas, voici le feu. Nous sommes dans la vallée de l'Orco. Une conduite de gaz vient d'éclater, mais impossible d'intervenir pour l'instant. Depuis 48 heures, à Locana, des torrents de boue descendent de la montagne sans discontinuer. Résultat, les habitants de ce petit village sont pris au piège. Cet après-midi, les pompiers ont réussi à parvenir jusqu'aux sinistrés pour évacuer les habitations menacées. Mais partout ailleurs, comme ici dans le Val d'Aoste, des dizaines de villages sont livrés à eux-mêmes. Ce sont les premières images de cette vallée encaissée où le seul moyen d'accès reste l'hélicoptère. Pour les 120 000 habitants de la région, cette catastrophe est sans précédent. Cette maison, elle avait 200 ans. Personne ici, même pas les plus vieux, personne ne se souvient d'une telle catastrophe. Le bilan humain de cette catastrophe s'est alourdi aujourd'hui. Au total, 9 personnes ont trouvé la mort, une douzaine sont toujours portées disparues. Les premières estimations des dégâts matériels ont été publiées cet après-midi. On parle de plusieurs centaines de millions de francs. Des dégâts qui risquent encore de s'alourdir car la pluie continue de tomber. Ces millions de mètres cubes d'eau descendent forcément vers la vallée. Conséquence, en 2 jours, la capitale du Piémont, Turin, ainsi qu'une bonne partie de la plaine du Pô, se sont retrouvées elles aussi coupées du reste de l'Italie. À quelques dizaines de kilomètres de Turin, voici le seul autoroute qui soit encore praticable. Mais à quelques pas de là, les flots menacent déjà. Et puis à la limite du Val d'Aoste et du Piémont, dans la région industrielle de Turin, la situation semble également catastrophique. Le gouvernement italien a en effet décrété l'état d'urgence. Plusieurs milliers d'ouvriers de Fiat sont en chômage technique. L'aéroport de Turin a été rouvert ce matin seulement et plusieurs voies autoroutières sont restées fermées. Dans la journée, les habitants de la banlieue de Turin revenaient chez eux peu à peu et évaluaient les dégâts. Reportage Olivier Théron et Frédéric Cerulli. Malgré la pluie, discontinue aujourd'hui, le niveau de la Dora a baissé, un tout petit peu. De nombreux ponts sont toujours fermés à Turin. Mais déjà, les services techniques s'affairent à remettre en état le plus urgent. C'est la périphérie de Turin qui a été la plus touchée, Nicolino. Le fleuve a laissé des tonnes de boue. Profitant de la décrue, les habitants sont venus constater le désastre. Come si dice in francese? Disastri. Catastrophe, bravo. Les tractopelles libèrent la rue du limon poisseux, laissé par les eaux. Mais chez ces gens qui ont tout perdu, la colère grandit. Il y a 6 ans, ils ont déjà été inondés. Des promesses avaient alors été faites. Les berges devaient être surélevées pour rendre plus sûr le quartier. Des budgets attribués pour réaliser les travaux. Mais depuis 6 ans, rien n'a semble-t-il été fait. Je ne sais pas si c'est la commune ou la province qui n'a pas fait le travail. Mais quelqu'un devait le faire. Nous devions avoir des berges propres et des digues pour canaliser le fleuve. Des quartiers comme celui-ci, des rues sinistrées, il y en a presque dans tout le Piémont. La décrue amorcée, les habitants regagnent peu à peu leur logement. Mais il leur faudra beaucoup de courage et certainement plusieurs milliards de lire pour tout remettre en état. En France, la circulation des trains via la Savoie vers l'Italie reste perturbée pour plusieurs jours. Les voies ferroviaires ont été très endommagées. Le TGV Paris-Milan est supprimé. Dès hier soir, la situation s'est cependant améliorée. Dans la vallée de la Maurienne, les habitants réclament maintenant un curage régulier de la rivière Arc pour éviter de nouvelles conséquences matérielles catastrophiques après d'autres intempéries.
C'est peut-être la dernière étape ou la dernière séance d'une longue négociation visant à réécrire la convention de l'assurance chômage. Les syndicats signataires du texte sont actuellement au siège du MEDEF après avoir pris connaissance des ultimes propositions, c'était la nuit dernière, de Lionel Jospin au président du patronat Ernest-Antoine Seillière. La CGT et Force ouvrière sont à l'écart pour l'instant, mais elles pourraient retrouver en soirée les autres syndicats. Commentaire Nathalie Moisan, Nathalie Gallet et Didier Dahan. Si Nicole Notat s'amuse, c'est sans doute qu'elle ne parle pas de l'assurance chômage. Réunis ce matin à l'Élysée à l'occasion d'une cérémonie officielle, les signataires de la nouvelle convention UNEDIC jouent l'optimisme. La semaine écoulée a été lourde de tractations et chacun a intérêt à un accord rapide. Nous n'allons pas nous arrêter au milieu du gué et en tout cas pas au moment où j'ai pu vérifier que le gouvernement partageait complètement la philosophie du PAR, ce plan d'aide au retour à l'emploi qui accompagnera maintenant l'indemnisation des chômeurs. Ce qui bloquait jusqu'à hier soir, c'était la question du financement du nouveau système d'assurance chômage. Selon le patronat, un accord semble avoir été trouvé cette nuit entre Ernest-Antoine Seillière et Lionel Jospin. Le MEDEF obtient bien les baisses de cotisation chômage qu'il réclamait, mais échelonnées dans le temps. Alors je crois que ça va aller très très vite. Vous voyez, je suis beaucoup plus souriant aujourd'hui que je n'étais il y a 3 semaines. Nous avons, nous, SGPME, fortement contribué à ce que les négociations aillent bon train. Un accord qu'on ne confirme cependant pas ce soir à Matignon, mais qui éviterait au gouvernement d'avoir à réformer l'assurance chômage par décret. Seule la CGT y est favorable. Le syndicat ne se risque cependant à aucun pronostic. La fumée n'est pas encore sortie de la cheminée et on en connaît encore moins la couleur. Donc je vous demande quelques heures pour avoir un commentaire plus approprié en fonction des décisions qui seront prises. Décision que Martine Aubry souhaite rapide car elle quitte le gouvernement mercredi. Le patronat est lui moins pressé, il n'a pas digéré les 35 heures et a la tentation de priver Martine Aubry de cet accord. Dans la bataille municipale pour devenir maire de Paris, le socialiste Bertrand Delanoë lance ce soir officiellement sa campagne. C'est au théâtre Mogador. Bertrand Delanoë vient d'être conforté par un sondage qui le place devant Philippe Seguin. Reportage de Wittenberg avec Cédric Picot. Voilà des semaines qu'il tente de donner du souffle à sa campagne. Ce soir, Bertrand Delanoë la met donc en scène dans un théâtre. En levée de rideau plutôt agréable, un sondage publié la semaine dernière le donne pour la première fois vainqueur de Philippe Séguin. Voilà qui tombe bien, même s'il feint de ne pas s'en émouvoir. Vous savez ce qui tombait encore mieux, c'était tout le terrain qu'on faisait dans les semaines qui précédaient, et où voilà, on parlait avec les Parisiens de leur vie. Donc les sondages, ça va, ça vient, vous savez. Faut pousser un peu les copains, tu comprends. Le candidat socialiste le reconnaît volontiers, le mérite de sa percée actuelle revient autant et peut-être même davantage à ses adversaires qu'à lui-même. Les querelles de la droite parisienne, le feuilleton Tibéri, Bertrand Delanoë en redemande. C'est d'ailleurs une bonne façon d'éviter de parler de sa propre campagne, parfois jugée trop discrète, même s'il est convaincu que sa stratégie paiera. La vie quotidienne des Parisiens passe avant, selon lui, la notoriété du candidat. On m'a cru modeste. Peut-être que ma vraie ambition, c'est justement non pas de remplacer une équipe usée, mais un nouveau départ pour une nouvelle politique que les Parisiens connaissent et pour laquelle ils votent les yeux ouverts. Ce soir, entre Juliette Gréco, Elie Semoun et quelques autres professionnels de la scène parisienne, Bertrand Delanoë va lui aussi jouer les têtes d'affiche. Jusque-là, c'était un rôle de composition. Au fil des semaines, il est en train de se prendre au jeu. Suite de l'affaire Méry, maître Alain Belot, celui qui aurait donné la vidéo de la cassette de la confession de Jean-Claude Méry à Dominique Strauss-Kahn, ainsi que son associé maître Alain Guillou, viennent d'être placés en garde à vue et leurs domiciles ont été perquisitionnés. Dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer, ouverture cet après-midi devant la cour d'assises du procès des frères Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain. Ils sont accusés d'avoir assassiné 4 jeunes filles, c'était en février 1997. Le procès doit durer 2 semaines. Les assassins présumés ont déjà par le passé été condamnés pour d'autres crimes et délits sexuels. Compte rendu Dominique Verdeillan, Valérie Hermite et José Boulestex. Arrivée sous haute protection des frères Jourdain, filmé ici par notre équipe du bureau de Lille. D'abord Jean-Louis, l'aîné, revêtu d'un gilet pare-balles. Ensuite, Jean-Michel. Les 2 hommes refuseront d'être filmés et photographiés dans le box à l'ouverture de l'audience. Dehors, on se presse, on s'impatiente. On voudrait bien voir les visages de ceux qui, il y a 3 ans et demi, ont plongé la région, le pays dans l'horreur, dans l'immonde. Mais le procureur de la République, Éric Morel, va au-devant du public pour le dissuader d'attendre. La salle est déjà pleine.
Au premier rang, les 2 familles des 4 jeunes filles enlevées, violées et assassinées en février 97 sur la plage d'Équien. À leur côté, l'association APAIS. 4 lettres, les initiales d'Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle. Un soutien silencieux mais digne. Quand les 2 frères pénètrent dans le box, c'est le silence. Jean-Louis s'exprime difficilement, il est invalide à 80%, souffre d'épilepsie, il a appris à lire et à écrire en prison, parle d'un père alcoolique et violent. Jean-Michel, lui, refuse d'abord de s'exprimer tant qu'il y aura des caméras dans le prétoire. Ce sont celles qui assurent la vidéotransmission dans une autre salle. Tout au long de l'audience, Jean-Michel dévisage le public, un regard menaçant que n'ont pas supporté les victimes. Il a l'air trop arrogant et il demande, je sais pas, on a l'impression que c'est lui qui a des droits et pas nous. C'est de les voir arrêter de penser qu'ils ont osé toucher nos enfants, ça a été eux. 2 frères qui ne se regardent plus, 2 frères qui aujourd'hui ont choisi la stratégie du chacun pour soi. Ils se rejettent mutuellement la responsabilité des crimes. Alors la réponse est peut-être dans leur casier judiciaire. Tous 2 ont déjà été condamnés respectivement à 15 et 10 ans de réclusion criminelle, l'un pour meurtre, l'autre pour viol. Le mouvement des surveillants de prison est toujours très actif un peu partout en France, en Alsace-Lorraine, en Gironde, en Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la Gironde, ici, la prison de Gradignan, à Toulouse ou encore à La Réunion. Les gardiens de prison réclament des revalorisations salariales et la création d'emplois nouveaux. Des négociations devaient reprendre ce soir en présence de la ministre Elisabeth Guigou. Suite des Jeux Olympiques de Sydney, mais version dopage, en Italie, 5 médaillés italiens sont soupçonnés d'avoir pris des substances interdites. Après une série de contrôles effectués avant les Jeux, ces athlètes présentaient des valeurs en hormones de croissance 30 à 60 fois supérieures à ceux d'une personne normale. Explication Julien Richon avec Dominique Merlin à Rome. 15 jours après la fin des Jeux, Massimiliano Rossolino, champion olympique du 200 mètres 4 nage, idole de son pays, mais également une kayakiste, une escrimeuse, un rameur, une cycliste, tous médaillés d'or à Sydney, font à nouveau parler d'eux. Pas pour leur performance, ces sportifs italiens sont soupçonnés de dopage. Samedi dernier, le quotidien Corriere della Sera révèle que 61 sportifs italiens présentaient à la fin de l'été des taux moyens d'hormones de croissance 30 à 60 fois supérieurs à la normale. Pourtant aujourd'hui, ces athlètes mis en cause se disent indignés. Voilà ce qui me scandalise. Et vraiment, je trouve que c'est une honte, dans la mesure où ces tests ne reposent sur aucun fondement scientifique. Au printemps dernier, le comité olympique italien a lancé une campagne de lutte antidopage. Sur les 538 sportifs nationaux, plus d'1 athlète sur 10 aurait obtenu des tests positifs. Des résultats gênants que le comité a longtemps cachés. Aujourd'hui, ces résultats sont connus mais contestés. Certains experts estiment que ces contrôles ne sont scientifiquement pas fiables, mais les chercheurs italiens restent fermes. Le dopage, c'est seulement une apparence. Aussi, atteindre de grandes performances grâce au dopage, eh bien en réalité, c'est une dramatique défaite. Valable ou pas valable, les tests ont en tout cas amené le procureur de Turin à ouvrir une enquête. Certains athlètes italiens couverts d'or à Sydney pourraient peut-être un jour descendre de leur piédestal. Cinéma sorti mercredi sur les écrans français du film de Lars von Trier, Dancer in the Dark. L'histoire se déroule dans les années 60. C'est la chanteuse islandaise Björk qui joue le rôle principal. Son amie, son aide, est interprétée par Catherine Deneuve. Bonsoir. Le film de Lars von Trier fut le grand vainqueur du dernier festival de Cannes, Palme d'Or, prix d'interprétation pour Björk. Présentation Marie-Jo Jouan et Nathalie Gallet. Flashback sur une Palme d'Or annoncée. Un pur moment d'émotion au festival de Cannes 2000. La projection de Dancer in the Dark vient de se terminer. Le public est debout. Lars von Trier sait déjà qu'il a gagné son pari. Réussir sa première comédie musicale. Un rêve d'enfant qu'il a situé dans l'Amérique des années 60. C'est l'histoire de Selma, une ouvrière qui se réfugie dans sa passion pour la musique. La jeune femme porte un lourd secret. Elle perd la vue. Et son fils connaîtra le même sort si elle ne trouve pas l'argent pour le faire opérer. À ses côtés, sa meilleure amie, Catherine Deneuve, comme un ange gardien râleur. Je vais par-dessus la tête, Selma. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, coupe-toi une main. Tu travailles la nuit si tu veux, mais débrouille-toi toute seule. Hein. Ne compte surtout pas sur moi pour venir à ton secours. Elle était très protectrice. Et quand je lui demandais son avis, elle me répondait « Bon, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais vas-y, ma fille, fais-le. » Un prix d'interprétation pour Björk, un second rôle pour Catherine Deneuve. C'est elle qui a écrit à Lars von Trier pour lui demander un rôle. Il en a créé un spécialement pour elle.
Il y avait 5 actrices dans le monde du cinéma avec qui j'avais toujours rêvé de tourner. Et Catherine était l'une d'elles, vraiment. Et c'est un rêve devenu réalité. Si avec ce premier rôle, Björk a beaucoup appris, Catherine Deneuve, elle, n'a pas eu peur de prendre des risques. Il est tellement gentil. Non, écoute-moi. C'est lui qui a tout fait. Non, il est vraiment gentil. Elle a été très courageuse d'improviser comme ça pour le film, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'était étonnant. Et quand on lui demande si ce monument de cinéma fera date dans sa filmographie, Catherine répond que la curiosité du film, c'est avant tout Björk. C'est vrai. Oui, la plupart des choses qu'on dit là, c'est vrai. Sauf que vous n'avez pas écrit... Mais j'ai écrit à Lars von Trier, mais je n'ai pas écrit pour lui demander un rôle. Je lui ai écrit après avoir vu Breaking the Waves. Oui, mais pareil, vous le dites, je suis actrice. C'est vrai? Non. Mais on raconte tout un tas de choses comme ça. Oui, lui, il serait peut-être capable de dire une chose comme ça, Lars von Trier. Il a assez d'humour pour dire une chose comme ça, éventuellement à Cannes, je l'imagine. Actrice, non, je ne me vois pas dire ça, même en l'écrivant. Avec le recul, vous avez tourné ce film il y a maintenant plus de 18 mois, hein, à peu près. Un petit peu plus d'un an, oui. Plus d'un an. Qu'est-ce qui reste d'un tournage comme ça, d'un film comme ça? Ce film-là, c'est un peu particulier, parce qu'il y a eu le doublage que j'ai dû faire en français il y a quand même déjà plusieurs mois. La sortie du film que j'ai fait aux États-Unis il y a 3 semaines. Donc, si vous voulez, ça s'est un petit peu échelonné. Il a fallu que je retourne aussi à Londres pour rencontrer Björk, pour réenregistrer la toute petite chose que je chante dans le film. Donc, il y a eu, si vous voulez, pendant 6 mois avant que le film ne sorte, il y a eu quand même pas mal de choses, plus la préparation de la sortie aux États-Unis qui se prépare beaucoup en amont. Donc je suis restée un peu plus longtemps avec le film. En plus, c'est le seul film que j'ai tourné cette année-là. J'ai pas tourné après, donc si vous voulez, il est resté très fixé dans ma mémoire. Alors, on est frappé quand on voit ce film par la souplesse de la caméra, sa vivacité, le fait qu'elle se déplace sans arrêt. Est-ce que ça a été gênant pour vous? Ah non, non, pas du tout, c'était pas gênant. Mais justement, ça c'est la grande différence d'un film tourné de façon traditionnelle et puis de la vidéo. Alors le danger, évidemment, c'est que la vidéo, ça peut devenir à la limite d'avoir mal au cœur tellement ça peut bouger, et qu'il faut quelqu'un d'extrêmement... qui connaissent tellement bien, si vous voulez, la vidéo, mais enfin je pense que beaucoup de metteurs en scène qui vont vouloir en faire l'expérience apprendront vite à leurs dépens et au cours du tournage, j'espère pour eux, que la vidéo, évidemment, c'est vrai que ça demande à être manié différemment. Et la force du film, justement, c'est que Lars von Trier, c'est pas le premier film qui tourne comme ça, et qu'en effet, il maîtrise ça très bien, et qu'il y a cette fluidité extraordinaire et cette possibilité de montage extraordinaire. Mais c'est troublant parce que forcément, il est plus proche de vous, il vous quitte, il revient. C'est troublant pour l'exercice de votre métier? Moi, ça m'a convenu tout à fait, parce que d'abord, je tournais à l'étranger, nous étions tous les trois dans une langue qui n'est pas la nôtre, Björk, lui, moi, et d'avoir cette proximité physique avec quelqu'un comme lui qui est un peu phobique, qui a de l'humour, mais qui est quand même nordique, enfin donc un peu plus froid encore que moi. Disons que cette proximité physique permettait d'avoir une relation plus facile, même pour diriger les actrices. Il n'y avait aucun autre technicien, il y avait juste l'ingénieur du son qui faisait pratiquement corps avec lui, donc c'était vraiment un animal à 2 têtes. Et puis lui, donc pour nous parler, si vous voulez, à chaque fois qu'il voulait arrêter la caméra et reprendre, c'était évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus chuchoté. Et moi, cette proximité physique m'a donné l'impression qu'on faisait un film à nous. Il n'y avait aucun technicien sur le plateau, j'avais jamais fait une chose pareille. Pourquoi vous dites que vous êtes froide comme ça? Parce que je croyais que c'est une sorte de légende, parce que aussi bien dans des comédies que dans ce film, Dieu sait si vous êtes battante, hargneuse, ça sort, hein, très fort. Parce que j'ai dit ça en plaisant, enfin j'ai dit ça avec ironie, parce que c'est une chose que j'entends encore de temps en temps, souvent à l'étranger, ou des choses que j'ai dans les commentaires, vous savez, blonde, froide, glaciale, machin, volcan, tout ça. Et donc j'ai dit encore plus froide que moi si c'est possible, parce qu'il est nordique, et que c'est vrai qu'il a, c'est pas de la froideur, il a une grande réserve. Ouais. Est-ce que c'est un luxe de jouer un second rôle pour vous? C'est à la fois de l'orgueil et de la modestie. La modestie, c'est quand même d'avoir envie de faire un film avec un cinéaste comme Lars von Trier, parce que c'est vrai que c'était une envie. La modestie, c'est parce que je sais bien que je ne peux pas tourner le rôle principal dans un film avec lui, dans la mesure où je suis française, et quand même le problème de la langue, c'est quand même très important pour lui, et même la mentalité, je dirais. Peut-être que les Anglais sont plus proches de lui, mais la modestie, c'est de le vouloir et de le faire quand même jusqu'au bout. Si vous voulez, quand j'ai lu le scénario, même si je savais que c'était lui qui allait le faire, je me suis rendu compte que le rôle était
était fort, il était intéressant, mais il était quand même assez bref. Et c'est toujours très difficile d'être très présent dans un film quand on n'est pas là tout le temps. C'est difficile, je trouve, d'avoir cette présence, ou en tous les cas d'être immédiatement là quand on doit tourner, parce que c'est peu de jours, et en même temps ça revient sur une période quand même assez longue. Et ça, c'est une chose un petit peu difficile. Mais il y a aussi de l'orgueil, c'est vrai, je le dis, parce que j'étais fière de tourner avec lui, parce que je pense que c'est pas... Parce que j'ai réussi à lui donner confiance, si vous voulez, dans le fait que je crois pas que ce soit quelqu'un... D'abord, je crois qu'il n'aime pas tellement les acteurs. Ah bon? J'ai l'impression, oui. Ah bon. S'il pouvait tourner, à mon avis, avec des gens qui n'étaient pas professionnels, je crois qu'il préférait... Ouais. Bah oui, tout son cinéma tend quand même à une vérité enfin une chose vraiment très proche de la réalité. Mais en regardant votre filmographie, notamment récente, où vous avez tourné plein de choses avec des gens très différents, vous essayez beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous picorez, vous lassez assez vite d'une habitude, vous avez peur du consensus, de quelque chose de... Non, je picore pas, je suis assez vorace, je dirais, parce que je picore pas vraiment, non, quand je prends vraiment. Et l'envie, c'est plutôt... non, c'est pas la peur de lasser, mais peut-être que pour moi, si vous voulez, c'est le moyen qui me permet... Ça fait très longtemps que je fais des films, quand même. J'aime énormément le cinéma. C'est vraiment la chose que je crois que j'aime le plus faire dans la vie. C'est vraiment le cinéma, voir des films. Par des films, c'est vraiment une chose dont je parle pas facilement, mais enfin qui occupe vraiment une grande part dans ma vie. Mais en même temps, il me faut, si vous voulez, un centre d'intérêt. Donc, à moi, l'impression, en tous les cas, que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, un film que j'ai envie de faire, quelque chose de nouveau et d'original pour moi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce Dancer in the Dark qu'il faut aller voir. Oui, c'était la seule bonne nouvelle, je trouve, de la soirée. C'était un journal très noir, très sombre. Peut-être, mais je sais que vous intéressez beaucoup à l'actualité. Oui. Merci beaucoup, Catherine Deneuve. Avant la fin de cette édition, je voudrais vous rappeler deux actualités. Tout d'abord, ce qui se passe en ce moment même à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les Israéliens autour d'Ehud Barak et les Palestiniens autour de Yasser Arafat sont à la même table, mais si loin les uns des autres, si loin de la paix. Ce soir, le chef de cabinet d'Ehud Barak vient de déclarer qu'il ne passerait sans doute pas toute la soirée, car ça n'avançait pas. Et puis en Cisjordanie, on a compté 2 morts, dont un policier palestinien et des dizaines de blessés, de nouveau dans des affrontements. Et puis les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Alpes italiennes et suisses depuis quelques jours ont fait au moins 13 morts et 15 disparus. Sur la météo, on vous en dira plus avec Patrice Drevet dans quelques minutes. Et puis ce soir, du bon cinéma avec La Bicyclette Bleue. Vous allez voir, c'est formidable avec Laetitia Casta. Ah, mais j'en suis sûre. Ça sera à 20h50. Ensuite, il n'y aura pas mots croisés en raison d'un mouvement de grève à l'initiative de la CGC. Arlette Chabot et Alain Duhamel ne peuvent vous présenter mots croisés. Le dernier journal de la rédaction, c'est à minuit 10 avec Jean-Claude Renaud. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Paul Boucher, qui est le président d'ATD Quart Monde. Demain, c'est le 17 octobre, le jour de Contre la misère. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Bonsoir.